Bonjour Luciano. Bonjour. Merci beaucoup de prendre part au jeu de cette interview aujourd'hui. Luciano, tu es un chercheur prolifique et professeur titulaire en stratégie à l'université d'HEC Montréal. Tu as obtenu ton doctorat à l'université Jean Moulin de Lyon 3. Aujourd'hui, tu es directeur de la transition vers la durabilité et membre du comité de direction d'HEC Montréal. Tu es aussi directeur et cofondateur du Polydeos, qui est un centre de recherche sur la gestion de l'impact social. Tu es aussi le président du CA de la Maison de l'innovation sociale, une organisation à but non lucratif dont la mission est d'éliminer les obstacles qui se dressent entre une idée et un impact social et environnemental positif et sa mise en œuvre. Et tu es également membre du conseil d'administration du groupe 3737. Et récemment, tu as été nommé membre du conseil d'administration de Centraide, qui est la plus grosse organisation à but non lucratif du Québec. Merci d'être là. Mais je pense qu'avec un CV aussi long, ma première question est totalement justifiée. Où est-ce que tu trouves l'énergie? Comment tu fais? Merci beaucoup, Anicette, pour d'abord m'avoir invité à participer de ces projets-là, que je sais qu'ils commencent et que je souhaite qu'il y ait beaucoup de succès. Je pense que c'est un projet important. Donc, écoute, la question de l'énergie, c'est difficile à dire. Moi, je dirais que j'ai toujours eu beaucoup d'énergie dans la vie là, pour faire plein de choses. Je naturalise un peu plein de choses que je fais là. Je trouve juste naturel, étant donné les ambitions que j'ai et les genres de visions que j'ai, de type de carrière que j'ai vu développer. Donc, pour moi, toujours le choix de devenir professeur, c'était un choix justement de pouvoir me donner la liberté de faire plein de choses différentes. Et moi, je me suis donné un peu comme défi depuis des années, c'est de faire un peu les trois, d'essayer de faire les trois. Quand tu dis trois, c'est enseignement, recherche et service? Exactement. Et moi, j'essaie de les faire du mieux que je peux, ces trois niveaux-là. En même temps, les types de recherche que j'essaie de faire, et de plus en plus, c'est une recherche qui a un impact sur le terrain, qui est en collaboration avec les organisations. Ça termine pour devenir aussi comme une expérience, en fait, et qui vient nourrir l'enseignement aussi. Et donc, l'effet de circuler, je pense que ça me donne beaucoup d'énergie. Est-ce que tu peux un peu nous raconter le cheminement, comment tu pars du Brésil et les différents choix, décisions, opportunités qui te sont arrivées pour arriver à cette position aujourd'hui? Tout à fait, tout à fait. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille de classe moyenne au Brésil. J'ai eu la chance de grandir dans un quartier dans lequel, justement, j'avais accès à des gens de tous genres, des statuts économiques, sociaux. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant, je pense, pour moi, parce que ça m'a permis toujours d'avoir un contact avec différentes formes de réalités. Le Brésil, c'est clair que c'est un pays avec un potentiel énorme, avec plein de bonnes choses, mais aussi un pays qu'il y a beaucoup d'inégalités, tu vois, et qu'elles sont très visibles. Mon père, ma mère, toujours cette préoccupation de, écoute, il faut qu'on soit attentif aux gens et qu'on se préoccupe à la situation des autres, là, qu'on essaye de les soutenir et tout. Et ça m'accompagnait toujours. Donc là, quand j'ai grandi un peu, donc je suis allé à l'université, j'ai décidé que je voulais faire de la gestion. Je pensais, je me sentais bien là-dessus. Et j'ai fait de la gestion dans l'Université fédérale de Rio Grande do Sul, au Brésil, à Porto Alegre. Et ensuite, j'ai continué vers ma maîtrise. Et ensuite, j'ai fait mon doctorat en co-tutelle, justement, entre une université brésilienne et une université française. Et donc, justement, là, quand j'étais là, je me suis dit, écoute, c'est peut-être là que j'aurai l'occasion de réfléchir un peu plus comment j'ai pu connecter ce qui semble quelque chose que j'aime faire, que c'est la gestion, avec ce qui semble être une préoccupation profonde que j'ai chez moi, que c'est les inégalités, et comment faire en sorte qu'on peut améliorer les conditions de vie des autres. Et donc, c'est de là que j'ai commencé à orienter un peu plus ma recherche et les choses que j'allais faire dans ce sens-là. Merci beaucoup pour ces réponses. Revenons un peu sur ta recherche. Notamment, il y a plusieurs thèmes et on va essayer de couvrir quelques-uns d'entre eux, notamment d'abord le développement durable, la durabilité. Tu es directeur de la transition vers la durabilité à HEC Montréal, mais ta recherche porte aussi sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui sur cette transition? Où est-ce que nous en sommes en tant que
humanité en tant que système, mais aussi qu'est-ce qu'il faudrait faire, comment on pourrait mieux appréhender cette question. Je pense que quand on parle de la transition durable, moi j'aime beaucoup dans l'idée de transition, l'idée des mouvements, l'idée de dire, écoute, on est en mouvement vers quelque chose d'autre. Et cette quelque chose d'autre là, c'est clair que quand on pense à la transition durable, on pense beaucoup à tout ce qui est la transition énergétique. On va penser beaucoup au fait que il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, principalement le carbone. Donc, il faut décarboner l'économie. Donc, on est très là-dedans. Donc, il faut passer par une transition. Mais moi, ce que je voulais préciser au niveau du quoi, un peu, c'est que, oui, il y a toute cette notion environnementale qui vient avec, mais encore une fois, c'est quelque chose qui est très systémique, à mon avis. Donc, on ne peut pas isoler cette question environnementale de la question sociale et de la question économique. Je pense que c'est important de les positionner, que oui, à la base, on les pense comme un problème environnemental, mais que c'est un problème, en fait, complexe. Et par complexe, c'est qu'on veut dire là, c'est que ça touche différentes dimensions, ça touche les sociales, ça touche l'économique aussi, et plus que ça. Quand on dit que c'est complexe, ça veut dire qu'en fait, même si on apporte une solution qui va régler une dimension, il y a de grandes chances qu'on va créer de nouveaux problèmes. C'est juste comme ça. Et ces problèmes vont se passer peut-être dans une autre dimension, dans la dimension sociale, dans la dimension économique. Donc, il faut justement qu'on soit jamais dans une posture de dire, écoute, on a la solution ultime, mais plutôt dans une posture de mouvement. OK, on fait ça, ça va créer ça, comment on travaille maintenant sur ces autres défis auxquels on fait face. Donc, pour moi, c'est toujours important de positionner ça, déjà pour qu'on ait une posture un peu plus humble par rapport à cette question de la transition. Du coup, tu as parlé de formation et de la nécessité de changer les bases théoriques et les hypothèses que les étudiants et futurs gestionnaires ont dans leur conception de leur organisation, dans leurs différentes initiatives et les prises de décision qu'ils vont faire. Qu'est-ce qui peut être fait? Plutôt, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je crois qu'au travers des programmes d'enseignement, que ce soit en EMBA, que ce soit au niveau des différents masters, comment tu arrives à susciter justement cette transformation de la façon de penser et l'intégration de ces réalités physiques dans la prise de décision des gestionnaires au quotidien? C'est ça. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est un peu donner des pistes des choses qu'on fait. Et donc, là, certaines pistes de réflexion que j'aimerais proposer à tout le monde, c'est que, pour moi, une des choses qui m'intéresse le plus, c'est comment, justement, on fait les gestionnaires et les organisations passer à l'action. J'aime beaucoup un peu séparer les différentes phases. Donc, je pense qu'il y a des phases de sensibilisation, il y a des phases de prise d'engagement, il y a des phases de passage à l'action, il y a des phases éventuellement, justement, des pérennisations, des gestions des résultats, des impacts qu'on peut avoir. Donc, je pense que dans beaucoup de ce qu'on fait, dans des cours plus classiques, on vise beaucoup tout ce qui est la sensibilisation. C'est dire, écoute, est-ce qu'on est capable de passer un certain contenu, une certaine information, et que les gens vont vraiment comprendre ça et éventuellement les intégrer. Tu vois? Donc, je pense que déjà là, dans cette phase, il y a des efforts énormes à faire et il faut que de plus en plus, on apprenne comment le faire. Donc, pour apprendre à comment le faire, je pense qu'il y a certaines choses. Je pense qu'une des choses que c'est important, c'est de ne pas vouloir moraliser les gens et mettre les gens de côté de vous êtes mauvais parce que vous faites ça et nous, on est bon parce qu'on sait comment ça devrait être fait. Tu vois? Et en connexion avec ça, c'est que je pense que c'est super important, c'est qu'on vit de plus en plus dans une société qui est super polarisée. Et moi, depuis quelques années, j'ai eu accès un peu à une certaine littérature qui vient même d'une littérature des auteurs des Premières Nations qui vont parler justement qu'il faut qu'on vise de plus en plus de brave space. Et c'est quoi de brave space? C'est justement qu'on parle des choses difficiles. Qu'on ait le courage de dire, voilà, on va parler aujourd'hui d'accélération du changement climatique. Et là, on va utiliser au maximum des faits, des données.
On va dire c'est quoi qu'on pense par rapport à ça. Okay. On va être éventuellement en désaccord, mais on peut quand même discuter et sortir d'ici et être des amis encore. Ouais. J'ai fait toujours cette blague-là. Et que ce soit pour la question de l'accélération du changement climatique, que ce soit pour la question d'équité, diversité, inclusion et d'autres. Mais il faut qu'on se parle. Donc je pense que ça, c'est un élément clé quand on veut sensibiliser les gens. Okay. À la suite de ça, il y aurait toutes les phases plutôt d'engagement et passage à l'action, que je pense que ça, c'est un peu moins à l'intérieur des cours. Ça, c'est beaucoup plus à travers des programmes expérientiels qu'on peut bâtir. Mais voilà, c'est un peu, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ces passages à l'action. Et je les sépare vraiment à différentes étapes de la sensibilisation à l'engagement, passage à l'action et après la pérennisation de la gestion de ces impacts-là. Je profite justement de ce que tu le mentionnes un peu, ce passage à l'action, pour te féliciter pour le projet SEED, qui vient d'être classé numéro 1 mondial en esprit entrepreneurial. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce qui fait le succès de cette activité-là? Et encore une fois, félicitations d'être le premier mondial. Merci beaucoup. Donc, on est vraiment très, très content de ces classements-là qui viennent de sortir. En fait, c'est un projet auquel je suis très fier, un projet qu'on a bâti depuis une dizaine d'années en partenariat avec une organisation ici québécoise qui s'appelle Desjardins. Et donc, dans un esprit un peu toujours de contribuer à différents pays à travers le monde en voie de développement pour qu'ils puissent aussi se bâtir des infrastructures pour des coopératives financières dans ces pays-là et être présents pour des bénéficiaires qui sont normalement des gens en condition de marginalisation, qui n'ont pas trop accès à l'inclusion financière, à des services financiers. Okay. Et donc, c'est une organisation qui a eu un impact énorme à travers le monde. Donc, ils ont commencé aussi à intégrer dans leur offre de services, en plus de venir bâtir cette infrastructure de finances inclusives, de pouvoir venir avec un accompagnement des entrepreneurs ou de ceux qui reçoivent parfois ces financements productifs qu'on appelle là, pour les accompagner, pour qu'ils arrivent qu'ils se donnent plus de chances d'avoir des bons résultats dans leurs activités entrepreneuriales. Et nous, ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé vraiment à travailler un peu avec eux parce qu'ils sont venus nous chercher pour se dire, écoutez, nous, on sait que vous avez toute une expérience dans les volets gestion, dans les volets un peu accompagnement entrepreneurial, impact. Et nous, on fait tous ces projets un peu partout dans le monde. Et on aimerait peut-être intégrer un volet recherche là-dessus. Développement international Desjardins va avoir accès à des subventions assez importantes des agences internationales comme Affaires mondiales Canada et d'autres. Ils vont faire des projets sur une période de 5, 6, 7 ans. Et à la toute fin, on va éventuellement évaluer les impacts, n'est-ce pas, et voir qu'est-ce que ça donne. Et là, nous, c'est qu'on a commencé à bâtir ensemble avec eux, c'était cette méthodologie pour se dire, mais est-ce qu'on pourrait faire un peu de cette évaluation d'impact au tout début, dans une approche un peu plus de recherche-intervention, recherche-action. Là, ce qu'on a commencé à faire, c'était de venir au début de leur projet, faire ce qu'on appelle de field experiment, de faire de l'expérimentation terrain pour voir quelle est l'approche d'intervention ou d'accompagnement de ces entrepreneurs qui auraient plus de chances d'avoir un succès ou une chance de réussite. Et une fois qu'on les teste et on voit celui qui a plus de chances, et ça on le fait à l'intérieur d'une période d'un an, un an et demi, là il les met à l'échelle. Au lieu d'attendre jusqu'à la fin. Oui, on va le faire après en évaluation d'impact aussi, mais on se donne un peu plus de chances dès le début. Desjardins aussi a vu ça, il s'est dit, écoute, c'est intéressant. Ça nous donne plus de crédibilité aussi pour arriver et dire, voilà notre approche, il peut fonctionner éventuellement, il peut donner des résultats. Et c'était vraiment du gagnant-gagnant. On a parfois parlé du gagnant-gagnant, mais là, je voyais vraiment du gagnant-gagnant. Eux, ils avaient un résultat tangible pour eux. Avec nous, on avait les données pour faire notre recherche. Ça nous permettait d'avoir un impact sur le terrain. Et cette première expérimentation-là, ça a eu un effet incroyable sur nous. Parce que
Ça nous a permis à la suite d'aller chercher plusieurs subventions de recherche dans des agences de recherche ici au Canada. Ce qui nous amène aujourd'hui à avoir avec eux 3 autres grands projets en cours. Un autre en Haïti pour travailler avec des femmes entrepreneurs. Un autre au Sénégal pour travailler avec des femmes entrepreneurs et l'adoption des technologies issues des énergies renouvelables. Okay. Il y a un autre qu'on va commencer bientôt au Bénin, qui c'est aussi pour travailler avec des femmes entrepreneurs. Donc, tous ces projets-là, en fait, ces projets initiaux et cette méthodologie nous a permis de bâtir un programme, en fait, de recherche, impact, intervention. Tu peux imaginer que tout ce qu'on a fait, je l'intègre énormément dans mon enseignement, dans des cours qu'on donne, dans du contenu qu'on va générer, dans des cas qu'on génère, dans des matériels pédagogiques. Et cette méthodologie qu'on a mis en place aussi, ça nous a permis de bâtir plusieurs autres programmes à l'intérieur de Polydeos pour les passages à l'action, qu'on mène aujourd'hui dans les contextes montréalais et québécois aussi. Donc, c'est un projet qui a été assez structurant et qui continue à être assez structurant. Et ça, c'est une approche que je pense que c'est intéressant et que j'encourage beaucoup aux gens d'aller de plus en plus, pas juste dans une approche évaluative, mais aussi essayer de s'élancer sur le terrain avec ces organisations. Génial, génial. Merci beaucoup, Luciano, pour la grande quantité d'informations très précises et très détaillées que tu nous as données. Je pense que ça va être une immense source d'inspiration. Déjà, moi, je suis très inspiré, notamment dans ma façon de conduire la recherche et dans ma façon de présenter justement les enjeux de durabilité dans la salle de classe. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui, pour une première phase. Je vois ma productrice qui est en train de me faire des signes de main. On va s'arrêter là pour la première partie et on se donne rendez-vous pour une deuxième partie où tu pourras justement nous parler des enjeux d'inégalité, des actions qui sont mises en place pour lutter contre la pauvreté et aussi les aspects de gouvernance, parce que justement ESG, environnement, social et gouvernance, qui permettent justement d'embrasser ces enjeux de durabilité. Merci beaucoup, Luciano. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Anicette.